Que tu le considères comme un génie ou un extrémiste, une chose est sûre, il a révolutionné ton monde numérique moderne. C'est le genre de personne qui ne te laisse pas indifférent. Visionnaire ou fanatique, hacker de génie ou idéologue radical. Une chose est sûre, il a toujours lutté pour la liberté des utilisateurs. À un moment où les enjeux autour de l'intelligence artificielle sont à leur paroxysme, sa philosophie, elle, est plus décisive que jamais. Mais ses prises de position controversées sur des sujets aussi sensibles que l'affaire Epstein lui ont coûté très cher. Et il est peut-être devenu le pire ennemi de la cause qu'il défend. Allez, installe-toi et plonge avec moi dans l'univers sans compromis de Richard Stallman. Tout commence avec une imprimante, et pas n'importe laquelle, la Xerox 9700. Année 1970, l'entreprise Xerox a gracieusement offert au laboratoire d'intelligence artificielle de la célèbre université du MIT son dernier bijou technologique. Impression de 120 pages par minute, utilisation de la technologie laser, capacité à gérer plusieurs polices de style. Pour l'époque, cette imprimante, elle avait vraiment tout pour elle. Sauf que, comme n'importe quelle imprimante du monde, la Xerox 9700 a souvent un problème de bourrage de papier. Et ouais, ça arrive même au meilleur. Ce jour-là, Richard, qui est alors chercheur en informatique au laboratoire, tente de la réparer. Il la bidouille. Mais en lieu et place des fichiers du code source qu'il a l'habitude de modifier dès qu'il tombe sur un bug, cette fois-ci, il ne trouve qu'un exécutable. Pour faire simple, on peut pas modifier comme ça un exécutable. C'est une suite de 1 et de 0 quasi indéchiffrable, ce qu'on appelle du langage machine. Et là, c'est la première fois que Xerox ferme son code source. Et la politique de rétention d'entreprise est pour le moins inhabituelle. Mais après tout, c'est un cadeau et Richard, il a autre chose à faire ce jour-là, donc il lâche l'affaire. Tant pis pour le bourrage de papier. Quelque temps plus tard, alors qu'il est en visite à l'université de Carnegie Mellon, il tombe sur l'un des chercheurs qui a travaillé sur l'imprimante. Et là, il l'attrape par le callback pour lui forcer à lui donner le code source. Non, je rigole. C'était beaucoup plus cordial. Richard, il lui explique poliment son problème d'imprimante, mais l'ingénieur en face de lui refuse de lui donner accès au code source. Tout ça parce que Xerox lui a fait signer un accord de confidentialité. D'un point de vue de l'entreprise, l'intention se défend. L'imprimante est devenue un actif commercial d'une grande valeur et s'ils veulent rester compétitifs, il faut forcément en protéger les innovations. Mais pour Richard, le choc, il est brutal. C'est la première fois qu'on lui refuse l'accès à du code source. À titre de comparaison, c'est comme s'il n'avait plus le droit d'aller sur le terrain de foot de son village parce qu'une entreprise privée y a construit de nouvelles cages, gratos. Pire encore, la personne qui lui interdit l'accès, c'est pas un gars de la sécurité d'entreprise, c'est celui avec qui il jouait au foot tous les samedis. Et là, Richard, il réalise alors que les fondements de la collaboration dans le développement logiciel sont sous la menace des entreprises privées. Et pour comprendre la véritable onde de choc qu'il vient de subir, il faut d'abord comprendre la culture du hack des années 70. Et avant de passer à cette étape, il est temps pour moi de vous présenter aussi le sponsor de cette vidéo. Excusez-moi, vous appelez pas à Nice? Si? Vous habitez à Marseille, non? Bah ouais. Votre numéro, c'est pas le 06 30 52 43? Bah si. Dinguerie. Ouais. Ça te choquerait toi aussi si quelqu'un dans la rue venait te parler en connaissant toutes tes infos comme ça, non? Et pourtant ça t'arrive tous les jours, par téléphone, par email, tu reçois tout le temps des sollicitations de gens qui savent tout de toi. Mais le vrai problème, c'est comment est-ce qu'ils savent ça? En fait, il existe des entreprises spécialisées dans la collecte et la revente de tes données personnelles. On appelle ça des data brokers. Mais grâce à la loi européenne sur la protection des données personnelles, tu as le droit de demander à être supprimé de ces bases de données, utilisées par tous les démarcheurs téléphoniques, les spams d'email par exemple. C'est ce qu'on appelle le opt-out. Le souci, c'est que faire ça soi-même, c'est long. Genre très long. Il faut identifier quelle entreprise possède tes données, remplir des formulaires. Bref, ça va te prendre des heures. Incogni, c'est une plateforme qui propose de le faire à ta place. Tu choisis ta formule, tu te connectes, tu rentres ton email, ton numéro de téléphone, etc. Et boum, automatiquement, Incogni envoie les demandes de suppression de tes données personnelles aux data brokers et optimise ces demandes de suppression si les data brokers rachètent encore tes données. Par exemple, pour moi, ça a envoyé 49 demandes d'opt-out en 24 heures. J'avais déjà 16 entreprises qui avaient supprimé mes données. Franchement, c'est incroyable comme plateforme. Il y a à chaque fois des gens qui me disent « Anis, comment je supprime mes données personnelles d'Internet? Pourquoi il y a des gens qui m'appellent ?» Eh ben, tu peux juste te connecter à cette plateforme et ça le fait pour toi en fait. Et donc pour en profiter, rends-toi directement dans le lien dans la bio. On est à un moment dans l'histoire où un ordinateur, ça prend de la place, genre beaucoup de place, genre une salle entière. Le MIT, c'est alors la référence en ingénierie informatique, où se réunissent les meilleurs hackers du pays. Mais attention, un hacker, c'est pas juste un bon développeur. C'est avant tout quelqu'un de malin, de créatif et surtout de véloce. Les hackers sont des nobles bidouilleurs, des artisans d'exception, nourris par la culture du partage et de la blague. Et Richard, il n'est pas arrivé là parmi les meilleurs
par hasard. Il grandit comme un enfant isolé, un asocial qui subit les moqueries de ses camarades. Mais c'est surtout un enfant brillant, genre vraiment brillant. À 7 ans, il lance déjà des fusées miniatures en bas de chez lui. À 9 ans, son livre de chevet, c'est le manuel de l'IBM 7094. On est très loin de Harry Potter et de la coupe de feu. Et comme les premiers ordinateurs personnels n'arrivent que 10 ans plus tard, pendant que les enfants de l'époque découvrent la série Scooby-Doo, Richard, lui, il commence à développer en écrivant des instructions en assembleur sur une feuille de papier. Et pendant toute sa scolarité, il va exceller dans les matières qui demandent un raisonnement analytique. Mais il a beau être le plus geek de sa classe de geek, le plus doué dans une classe de surdoués, Harvard ne l'acceptera jamais dans son université. La vérité, c'est que du collège jusqu'à la fin du lycée, Richard, il se traîne un bon gros F en cours de français. C'est pas parce qu'il n'était pas capable d'écrire, c'est parce qu'il a toujours refusé de rendre les devoirs sur des thèmes qu'on lui imposait. Évidemment, c'est quoi l'intérêt de disserter sur des sujets qui n'intéressent pas, n'est-ce pas? Et ce que son parcours nous apprend, ce sont 2 traits de caractère qui vont déterminer sa vie et d'une certaine façon la nôtre. D'abord, qu'il ne se conforme pas aveuglément aux dogmes qu'on nous impose. Il ne choisira jamais le confort à la liberté. Ensuite, qu'il est capable de s'y tenir malgré la pression gigantesque que font peser sur nous les institutions et normes sociales. Et le plus important, c'est ça. Parce qu'il aurait pu exceller dans l'informatique, mais ça aurait simplement fait de lui un très bon développeur. Mais ça suffisait pas à Richard. Parce que lui, il aime la liberté. Il est prêt à s'y tenir à n'importe quel prix. Et c'est ça qui fait de lui ce personnage légendaire un peu. Mais attends, si tu le connais pas et que les livres d'histoire, ils retiendront certainement jamais son nom, c'est aussi parce que Stallman, c'est le pire ennemi de la cause qu'il défend, cette liberté. En fait, il va saboter son travail et entacher sa philosophie par des postures radicales et à quelques reprises extrêmement condamnables. Mais pour comprendre ça, pour l'instant, on retourne au laboratoire du MIT. On est au début des années 80 et on observe Stallman livrer sa première bataille quelques temps après la frustration de l'imprimante. À ce moment-là, le labo du MIT décide de commercialiser des Lisp machines. En bref, ce sont des ordinateurs conçus avec des architectures adaptées au traitement symbolique complexe. 2 entreprises sont alors créées par d'anciens chercheurs du laboratoire du MIT avec des stratégies bien distinctes. La première, Symbolix. C'est une entreprise qui veut un modèle commercial agressif et qui fait du bénéfice sa priorité absolue. La seconde, LMI, qui préfère une approche plus ouverte et basée sur l'innovation technique. Et rapidement, l'agressivité de Symbolix, elle se traduit aussi dans leur stratégie de recrutement. Ils dépouillent le laboratoire du MIT de plus de 14 hackers en seulement 1 an. Et en échange d'un bon gros chèque, Stallman, il accepte de travailler pour Symbolix. Non, pas du tout, mais alors pas du tout. Richard, lui, c'est le gars sûr. Si vous l'avez toujours pas compris, l'argent, ça l'intéresse pas, mais genre pas du tout. Il préfère largement travailler au laboratoire parce qu'il a beaucoup moins de contraintes et qu'on l'autorise à explorer les sujets qu'il veut. Puis on va se le dire, il est évidemment pas fan de Symbolix, une entreprise qui a décidé de prendre une innovation du laboratoire pour le passer à un modèle uniquement orienté rentabilité et non plus innovant ou accessible. Et la suite des événements, ça va lui donner un peu raison. Au fur et à mesure des développements, Symbolix, ils imposent des clauses de non-concurrence à leurs salariés. En gros, Symbolix interdit à ses employés, même s'ils partent, de travailler pour des concurrents. Puis ils exigent que le code du MIT utilisé dans leur machine soit désormais fermé. Dit autrement, ils empêchent le partage d'un code qui à la base ne leur appartient pas. Bon, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, on va faire un parallèle. Imagine, tu as une entreprise qu'on appellera au hasard Nestlou, qui s'installe en amont de la rivière qui alimente en eau le village dans lequel tu habites. Et la première action de Nestlou, c'est de recruter en masse les ingénieurs hydrauliques de la ville. Et donc ça va piller les compétences de la municipalité. Et grâce à ces ingénieurs, ils construisent ensuite un barrage pour éviter que l'eau ne descende jusqu'à ton village et à fortiori ton robinet. Puis sans vergogne aucune, ils décide de te revendre cette même eau au supermarché du coin. Mais pas de panique, maintenant t'as une jolie étiquette sur une bouteille en plastique. Et ils appellent ça Pigeon Water. Ce qui est à vous est à nous, Nestlou. Que ce soit pour Symbolix ou Nestlou, le constat il est le même. Des entreprises privatisent un bien commun avec pour seule motivation à la base l'appât du gain. Et face à ça, il y a 2 mondes désormais irréconciliables. D'un côté, celui de la pilule bleue, où le programme contrôle les utilisateurs et les habitants vont au supermarché acheter leur eau. De l'autre, celui de la pilule rouge, où les utilisateurs peuvent ouvrir les yeux, détruire le barrage et reprendre le contrôle du programme. Et Richard, il n'a pas attendu que Morpheus lui pose la question. Il en mange au petit-déj des pilules rouges. Il est tombé dedans quand il était petit. Imagine la scène. Seul contre une dizaine de développeurs de Symbolix, il décide alors de réécrire les mises à jour propriétaires de Symbolix pour les rendre accessibles à l'autre entreprise issue du MIT, le LMI, et aux autres chercheurs du laboratoire. C'est un travail titanesque. Mais pour Richard, il est inacceptable que du code autrefois libre soit ainsi privatisé. Pour pousser l'analogie de tout à l'heure, c'est comme s'il allait tous les jours remplir des énormes seaux d'eau en amont du barrage
partage pour redonner aux habitants ce qui leur revient de droit. Grotesque, incroyable. Mais comme dit le vieil adage, t'en vas la cruche à l'eau qu'elle se casse. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est mon autrice qui a mis ça dans le texte, je sais pas ce que ça veut dire, dites-moi dans les commentaires. Et au bout de quelques années, se débattre sur Lisp, ça a plus aucun sens. Stallman, épuisé, il décide alors de changer de stratégie. Il lui faut un combat d'une autre envergure, plus symbolique, plus fondamental et plus durable aussi. C'est la naissance du projet le plus ambitieux de sa vie, GNU. En 83, Stallman annonce donc qu'il développera un système d'exploitation complètement libre, appelé GNU pour GNU is not UX. Un bel acronyme récursif comme les aiment les poteaux du labo. GNU s'inscrit dans une démarche littéralement opposée à celle d'Unix. Pour bien comprendre Unix, c'est le système d'exploitation majoritaire dans le monde académique de l'époque. Et pour bien comprendre cette volonté, il faut comprendre que Unix est un système d'exploitation non libre, créé par le géant des télécoms AT&T dans les années 80. C'est-à-dire que le code source était protégé comme le code source de l'imprimante. Et donc, vu qu'il voit de plus en plus cette privatisation arriver dans les laboratoires, etc., il veut créer son propre système d'exploitation totalement libre. Et pour éviter tout conflit de propriété intellectuelle, il démissionne du MIT l'année suivante. GNU doit être affranchi de toute institution et appartenir à personne et à tout le monde à la fois. C'est-à-dire appartenir pleinement à la communauté de l'anneau, non, à la communauté tout court. Donc Richard, il se retrousse les manches et il se met au boulot. Il développe alors un éditeur de texte, GNU Emacs, tout seul dans une petite salle du MIT qu'il occupe encore en tant que visiteur. Et très vite, il y a des volontaires qui le rejoignent, ils sont séduits par la vision d'un Unix libre. Et là, la mayonnaise, elle commence à prendre. Mais Richard, il va aller plus vite, encore plus vite, et pérenniser cet élan. Alors il lance la Free Software Foundation, la FSF, qui a pour objectif de financer en partie les contributeurs bénévoles, l'infrastructure, et de diffuser la philosophie naissante du libre dans le monde entier. Pour s'assurer un impact encore plus mémorable, Stallman il envoie son plus fidèle émissaire aller prêcher la bonne parole, le saint Ignatius de l'église d'Emacs. C'est pas une blague, il est vraiment parti genre en quête d'évangélisation, regardez. I am Saint Ignatius of the Church of Emacs. I bless your computer, my child. Vous devez exorciser le système d'exploitation du diable. Tous ceux qui ont possédé les ordinateurs sous votre contrôle et installé à la place un système d'exploitation complètement libre. Il l'évangélise comme ça. Et pour continuer à évangéliser sa philosophie, il articule son premier testament autour de 4 libertés fondamentales. Freedom 0. Évidemment, on commence à 0, comme tout bon développeur. Run it, qui est la liberté d'exécuter le programme comme on le souhaite, peu importe le but. Si j'ai envie de faire des crêpes avec la recette de ma grand-mère en dehors de la chandeleur, eh bien je le fais en fait. Ensuite, il y a Freedom 1. Change it. C'est la liberté de pouvoir étudier le code source et le modifier pour que la machine obéisse aux volontés de l'utilisateur. Et comme ce n'est pas accessible à tout le monde, voire à très peu de personnes, le sens de la communauté et du groupe d'utilisateurs, il est ultra important. Donc si j'ai envie de rajouter un peu de sucre vanille et d'enlever un œuf de la recette de crêpes de ma grand-mère initiale, parce que je trouve ça meilleur, j'ai le droit de le faire. Et si je suis pas doué en cuisine, je peux aussi demander à un ami de m'aider. On a encore besoin de 2 autres libertés pour assurer un contrôle collectif sur les programmes. Freedom 2, redistribute it. C'est la liberté de redistribuer des copies du programme. En gros, si j'ai envie de partager la recette de crêpes de ma grand-mère et distribuer du bonheur au monde entier, j'ai le droit de le faire. Enfin, la dernière est certainement la plus importante des libertés, redistribute with change. Comme je trouve que ma recette de crêpes, elle est encore mieux que celle de ma grand-mère, je peux aussi la partager au monde entier. Stallman, il dit que si on a ces 4 libertés, alors l'utilisateur contrôle le programme. Mais si l'une d'entre elles vient à manquer, nous voilà relégués au rang d'esclaves des multinationales, parce que elles peuvent collecter tous nos faits et gestes, traquer nos déplacements, contraindre des mises à jour et rendre obsolètes certains usages, ou même communiquer à la NSA les failles de leur OS pour leur permettre de t'espionner. Sometimes they even sabotage users, as Microsoft does when it tells the NSA about bugs in Windows so it can use them to attack people's computers. Bon, et le pire dans tout ça, c'est qu'évidemment, il ne s'en cache pas, la NSA, etc. He figured out a way to make computers that are jails for their users and make them so shiny that millions of fools would beg to be jailed. Alors pour libérer les chaînes des utilisateurs, Stallman, il se dote d'une dernière arme, et si elle n'est pas létale, eh bien elle est bel et bien légale. Il va poser les bases juridiques du mouvement et conçoit le concept révolutionnaire de copyleft, par opposition au copyright. Right, left, c'est bon, vous l'avez. Il est malin, hein. C'est un mécanisme qui protège la liberté du logiciel en imposant le partage. Sa devise, modifiez-le, redistribuez-le, mais ne lui retirez pas cette liberté. Et là, accompagné de juristes, il concrétise cette idée en publiant la première version d'une licence ultra connue que sûrement certains d'entre vous ont déjà utilisée, le GNU-GPL, General Public License, qui garantit les 4 libertés fondamentales à quiconque obtient un logiciel sous GPL. Et cette invention du copyleft par Stallman, c'est un tournant.
elle assure que tout logiciel dérivé restera libre à son tour, créant un cercle vertueux de partage. Et des années plus tard, ce principe, il inspirera même les licences Creative Commons pour les œuvres culturelles. On arrive au début des années 90 et quand Stallman regarde dans le rétro, il a de quoi être fier. Il vient de recevoir le prestigieux prix MacArthur, surnommé la bourse des génies, qui lui offre un sacré soutien financier de 275 000 $. La communauté, elle a énormément grandi. Il passe d'un bureau dans lequel il était solo à un bureau avec plus de 200 contributeurs sur le projet. Et de nombreux logiciels clés qui sont encore utilisés aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi GCC, Bash, etc., je les utilise encore tous les jours. Pourtant, Richard, il est pas satisfait. Il lui manque la pièce la plus importante du puzzle pour que le tableau soit parfait. GNU a beau avoir une galaxie de logiciels, il a pas de noyau. Et si on n'a pas de noyau, on n'a pas d'OS. Et à la base, lui, ce qu'il voulait, c'est faire un OS libre, par opposition à Unix, vous vous rappelez? Pour bien comprendre ce besoin, il faut juste expliquer rapidement la différence entre un système d'exploitation et un noyau. En gros, un système d'exploitation, il comprend tout ce qu'il faut pour que vous puissiez utiliser votre ordinateur comme un terminal. Des utilitaires, comme pour la gestion des fichiers, des bibliothèques, systèmes, et notamment un noyau. Et le noyau d'un système, c'est la partie qui gère tous les détails de l'ordinateur, comme la communication entre tous les périphériques, l'allocation de la mémoire ou encore l'exécution des programmes. Et la communauté, elle a bien lancé un projet nommé GNU Earth pour construire un noyau. Mais l'architecture envisagée, elle est très complexe et les développements, ils prennent du retard, genre beaucoup de retard. Et c'est le moment que choisit Linus Torvald pour entrer en scène. Bon, c'est pas tout à fait le sauveur que Stallman attendait. Alors qu'on se le dise tout de suite, même si son nom ressemble à celui d'un professeur contre les forces du mal de Harry Potter par exemple, Linus Torvald, c'est pas un sorcier, mais c'est pas un simple moldu pour autant. Depuis sa chambre à l'université d'Helsinki en Finlande, il développe un noyau de système d'exploitation compatible avec Unix qu'il nommera Frix. Fric pour la bizarrerie et X à la fin pour référence à Unix. Il commence à partager son travail avec quelques privilégiés, puis on lui ouvre un FTP sur le site de l'université pour commencer à diffuser plus largement le noyau. Et quel est le nom du dossier de stockage qu'il utilise? Linux. Au début des années 90, Linux est de plus en plus populaire auprès des hackers. Et face au succès du projet et sous l'influence de la Free Software Foundation, Linus adopte alors la licence GPL v2 de Stallman pour protéger Linux du vol par des entreprises. Et donc, GNU et Linux deviennent interopérables. La combinaison des deux donne naissance au premier OS complètement libre. J'ai des frissons en vous disant ça, j'adore. Qui porte désormais le nom très célèbre, mesdames, messieurs, avec cette histoire de GNU Linux. Ah putain, j'adore cette histoire. Bon, malheureusement, libre un jour, ça veut pas dire libre toujours, au sens strict des principes de la FSF de l'époque. Et en s'associant à Linus, Stallman, il laisse un peu rentrer le loup dans la bergerie. Il existe des centaines de distributions de GNU Linux. Quelques-unes d'entre elles sont 100% libres, comme Triskel ou Jux, mais la grande majorité ne le sont pas. Je suis sûr que je prononce trop mal certains mots, je suis désolé pour les acronymes. Et ça parce qu'elles sont maintenues par des gens beaucoup plus pragmatiques et qui se foutent un peu royalement de la liberté. Et ouais, l'argent revient toujours comme centre du jeu. Mais aussi parce que beaucoup de ces systèmes comme Debian ou Ubuntu ont dû inclure des logiciels propriétaires pour permettre une facilité d'utilisation aux utilisateurs, pour pas que le logiciel libre reste et devienne un truc de gros geek, et donc pour permettre sa démocratisation. Et cette différence idéologique, il faut bien comprendre qu'elle marque une bifurcation fondamentale dans l'histoire du logiciel libre. Parce que là, on assiste à la naissance de l'open source. Linus, il incarne une vision plus terre-à-terre du développement logiciel, beaucoup plus pragmatique. C'est pas un extrémiste du libre comme Richard. Il préfère davantage, lui, les défis techniques. C'est la naissance de la différence entre le logiciel libre et l'open source. Bien que les deux courants y décrivent des réalités similaires, ils diffèrent sur des notions philosophiques fondamentales. Et là, il y a deux mondes qui s'opposent, deux visions, qui font encore débat aujourd'hui d'ailleurs. D'un côté, on a les défenseurs d'un libre absolu, quasi érigé en valeur religieuse, où l'utilisateur doit être libre de modifier et redistribuer le code. Et de l'autre, on a une vision plus pragmatique, ouverte, mais avec des compromis, tout en ayant accès au code source. Un code peut être open source sans être libre pour autant, mais tous les logiciels libres sont open source, car tous les logiciels libres doivent fournir leur code source. Et l'open source accepte des licences plus permissives, comme MIT ou Apache, en plus de GPL, qui permettent de réutiliser le code dans des logiciels propriétaires. Vous vous rappelez GPL, vous avez le droit d'utiliser du code libre si votre code par la suite reste libre. Là, avec ces licences, vous pouvez prendre du code libre et le remettre de manière propriétaire. Un peu comme ce qu'avait fait Symbolix avec le MIT, vous vous rappelez? Et la permissivité, c'est le début de la compromission. Et Richard a horreur du compromis. Sa façon de vivre, elle est aussi radicale que sa philosophie logicielle. Encore aujourd'hui, il reste libre jusqu'au bout des ongles. On raconte qu'il consulte ses mails via une interface en ligne de commande. Stallman ne conduit
pas et se déplacent en transport ou grâce à la communauté du libre qui l'héberge, dans un esprit proche parfois du nomade. Pour ceux qui aiment de la musique, évidemment, il n'y a pas de logiciel propriétaire comme Deezer ou Spotify. Ils leur préfèrent largement encore aujourd'hui un lecteur de cassette audio. Et sa radicalité, même si elle témoigne d'une cohérence éthique, ça va le marginaliser. Progressivement, dans un monde moderne où les débats autour des questions sociales, notamment liées au genre et à la sexualité, sont devenus de plus en plus prégnants. Sa vision du logiciel libre comme un combat universel et éthique ne lui a pas permis de s'adapter aux évolutions des mentalités. Et ses prises de position controversées, voire extrêmement condamnables, vont l'amener à perdre cette posture de leader fédérateur. On est en 2019, alors que l'affaire Einstein déchaîne les passions. Un collègue de Stallman, Marvin Minsky, est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec l'une des victimes. Selma Gano, alors alumni au MIT, dévoile une série d'emails dans lesquels Stallman écrit que les scénarios le plus plausible, c'est que des victimes mineures d'Einstein étaient entièrement consentantes. Et comme ça suffit pas, en réponse à un étudiant qui a souligné que Giuffre avait 17 ans lorsqu'elle a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec Minsky aux îles Vierges, Stallman a déclaré « Il est moralement absurde de définir le viol d'une manière qui dépend de détails mineurs tels que le pays où cela s'est produit ou si la victime avait 18 ou 17 ans, c'est un malade. » Face à l'indignation grandissante, Stallman y démissionne en quelques jours de son poste de président de la FSF ainsi que de son poste de chercheur invité au MIT. Et dans une note publique, il regrette la déformation de ses propos, mais le mal il est fait. L'icône du logiciel libre est emportée dans la tourmente MeToo. Et cet événement n'est malheureusement pas isolé. Le comportement sexiste et misogyne de Stallman est connu depuis bien longtemps, comme en témoigne un rapport anonyme rendu public en 2024 qui analyse des écrits de Stallman et les classe dans différentes catégories allant de la nécrophilie au harcèlement sexuel. Alors qu'en 2021, il essaye de revenir sur le devant de la scène en reprenant la tête de la FSF, la communauté, elle est pas du tout de cet avis. Une lettre ouverte demande sa démission immédiate. Elle est signée par plus de 6000 personnes et une soixantaine d'organisations comme notamment Creative Commons ou Mozilla. De grands acteurs du logiciel libre prennent leur distance. L'équipe du projet Fedora, parrainée par Red Hat, acteur majeur du monde Linux, arrête de financer toute organisation dirigée par Stallman. Et la société Red Hat elle-même coupe ses subventions à la FSF. Finalement, aujourd'hui, il siège au conseil d'administration de la FSF. Il a publié un article en s'adressant à la communauté du logiciel libre, s'excusant de son comportement et soulignant sa difficulté à comprendre les signaux sociaux, promettant désormais d'être gentil. Et l'épisode, il a laissé la communauté du libre profondément ébranlée. Entre ceux qui voient Stallman comme un leader imparfait mais indispensable et ceux qui estiment que le mouvement doit maintenant se passer de lui pour prospérer. Et pour le moment, l'histoire, elle a déjà tranché. Entre le libre et l'ouvert, il n'y a pas photo. Linus et l'open source ont gagné la bataille idéologique et réputationnelle. C'est bien pour ça qu'on parle plus souvent d'open source que de libre, même si parfois on confond les deux. L'open source, le libre, c'est un peu différent aussi. Il y a des licences différentes, etc. Mais c'est ça, grosso modo, c'est on ouvre le capot et on dit regardez ce qu'il y a, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, vous pouvez le modifier, etc. etc. Le simple fait d'oublier GNU lorsque l'on parle du système d'exploitation complet de Linux montre sa domination dans la pensée moderne. Plus simple, plus pragmatique et tourné vers les entreprises privées. La liberté a laissé place à l'efficacité. Ironiquement, Stallman a été le meilleur à tous ses ennemis et l'industrie tech actuelle lui doit beaucoup. Pour illustrer cette transformation dans les pratiques, l'exemple de Microsoft est très parlant. On passe de Steve Ballmer, PDG de Microsoft en 2001, qui dit que Linux est un cancer qui contamine tout ce qui touche, au We Love Linux de Satya Nadella en 2014. Microsoft loves Linux. Microsoft, ils sont loin d'être les seuls à avoir adopté GNU Linux. Les composants libres et open source, ils sont partout, que ce soit dans nos smartphones, nos télévisions ou des supercalculateurs, 85% des serveurs web dans le monde utilisent une distribution de GNU Linux. La bourse de New York, Londres ou Tokyo fonctionne grâce à Linux. Des générations de développeurs se sont formés avec en tête cette mentalité de contribuer gratuitement au développement logiciel. Que ce soit dans leur travail quotidien ou le soir en rentrant chez eux, comme un désir de rendre ce qui nous a été donné et de contribuer à notre échelle au développement des communautés. Ah, et au fait, même pour les 2-3 développeurs dans le monde qui utilisent ce truc-là au quotidien. Eh bien, sans Git, le développement moderne n'existe pas. Merci Linus, merci Richard. Et qu'on soit très clair, parce qu'on va quand même parler d'IA à un moment donné, sans les logiciels libres open source, il n'y a pas d'IA non plus. Dans la boîte à outils du data scientist, on a TensorFlow par exemple, ouvert par Google à la communauté. Plus incontournable encore, on retrouve Scikit-learn, une bibliothèque Python open source initiée en France dans les laboratoires de l'INRIA dédiés au machine learning, véritable tournevis du data scientist. Scikit-learn, c'est plus de 1,5 milliard de téléchargements, 90% des modèles en production utilisent cette technologie. Mais au-delà
des outils ou des composants, on arrive à la question ultime sur les modèles d'IA. À quel point il faut les libérer? Seulement le code source, les données avec? Est-ce qu'on partage les poids du modèle aussi? Parce que cette philosophie du libre, cette philosophie de l'open source, elle pose encore des questions face à la révolution technologique actuelle. Richard, sans compromis, il aurait certainement dit oui à tout ça, et bien plus. Il aurait fallu pour lui ouvrir tout. Ouvrir les maisons, le coffre-fort, les deniers, tout. Et c'est le choix auquel sont confrontées toutes les entreprises qui proposent des LLM aujourd'hui. Vous savez, les grands modèles de langage comme Gemini ou ChatGPT. À l'instar de LMI et Symbolics tout à l'heure, quelle stratégie choisiront OpenAI, DeepSeek ou encore Anthropic sur le long terme? Si l'on regarde les statistiques sur Hugging Face, une plateforme qui héberge des modèles et datasets, ces dernières parlent d'elles-mêmes. Les entreprises sont évidemment plus enclines à ouvrir leur code source plutôt qu'à partager les datasets d'entraînement. Et rares sont celles qui font les deux en même temps. Et ouais, prenez garde, parce qu'après le greenwashing ou le pinkwashing, l'openwashing est parmi nous. Comme Elon Musk qui s'était vanté il y a quelques années pendant des mois de rendre le code de l'algorithme de X open source pour juste avoir mis une mise à jour sur GitHub un jour sans jamais mettre à jour, etc. Bref, effet d'annonce. Et attention, il faut bien comprendre que ces stratégies d'ouverture, en plus de déterminer au long la réussite d'une entreprise, elles vont avoir un impact sociétal sans précédent. Parce que ces modèles, ils influencent notre façon d'apprendre, de voir et de percevoir le monde. Ce sont pas juste des imprimantes. Les modèles conversationnels dominants vont avoir le pouvoir d'écrire l'histoire et de façonner le monde. Le bien commun dans cette affaire, ce n'est pas l'eau de la rivière qui arrive au village, mais des millions, des milliards de données qui représentent l'état actuel de la connaissance humaine. Et lorsque des données personnelles servent à l'entraînement des modèles, c'est notre âme numérique en quelque sorte qui est utilisée et donc par essence privatisée. Vous l'aurez compris, la philosophie du libre n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et les choix qui vont être faits détermineront à jamais le degré de servitude de l'humanité. Bon, il y a quand même une très bonne nouvelle dans tout ça. C'est que l'IA à travers les LLM, c'est aussi un puissant vecteur d'émancipation et d'accès à la connaissance. Les libertés de Stallman, comme celle de comprendre ou modifier du code source, sont désormais accessibles à la majeure partie de la population mondiale. L'accès au savoir est sans limite et la grande machine du monde va continuer d'accélérer. Alors de temps en temps, posez-vous, ralentissez et prenez soin de votre liberté tout en vous battant pour les causes qui vous tiennent à cœur, comme Stallman avec son imprimante par exemple.